pour ce désagrément. Donc effectivement, on commence avec une demi-heure de retard. Donc si on peut essayer voilà, de gagner un peu de temps pour ne pas mettre retard, pour ne pas prendre une demi-heure de plus à tout le monde. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Monsieur Hölderlin est un ancien officier de marine. Il est également docteur en histoire. Il a reçu en 2022 le prix de la stratégie maritime qui a été décerné par l'Académie de la marine. Et il a également publié un livre l'année dernière sur la géopolitique de la Chine, une nouvelle thalassocratie. Donc, Monsieur Hölderlin, bienvenue. Merci pour votre intervention. Donc, si vous pouvez essayer de réduire, vous aviez prévu 1h30, si on peut faire un peu plus court. Et donc, les questions-réponses sont à la fin et les modalités ont déjà été expliquées. C'est à vous. Voilà, j'attaque. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et désolé pour ce retard. Je ne vais pas m'excuser plus longtemps parce que ça ferait encore perdre plus de temps. Donc, je vais vous parler des espaces océaniques et des voies maritimes, ce qui sont les clés de compréhension de la géopolitique globale de Donald Trump. Vous allez voir qu'il se place tout à fait dans la lignée de ses prédécesseurs. Alors, voilà. Lors de sa prise de fonction le 2 janvier 2025, il a annoncé vouloir conduire agressivement les relations internationales vis-à-vis de toutes les puissances en compétition commerciale avec les États-Unis d'Amérique. C'est donc la vision commerciale qui prime. Le jour même de sa prise de fonction, il a initié sa politique en signant sans délai de nombreux décrets présidentiels, c'est les fameux Executive Orders, et qui allaient tous dans ce sens. Cette rapidité d'exécution, à l'évidence, minutieusement préparée. Beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs disaient que c'était qu'il agissait n'importe comment. Moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est quelqu'un qui prépare ses actions et qui s'est surtout préparé pendant 4 ans à faire à corriger les erreurs qu'il a faites pendant son premier pendant sa première pardon, c'est en anglais, pendant sa première fonction de président. Et il a donc décidé de privilégier les intérêts économiques au détriment des alliances militaires. Je dis bien des alliances militaires. Donc, ce faisant, il inverse les priorités de ses prédécesseurs. Voilà, deux d'entre eux, enfin, il y en a un qui est américain et l'autre qui est britannique, mais enfin, lorsque Ronald Reagan déclarait la personne qui est d'accord avec vous dans 80% des cas est un ami et un allié, et non pas un traître dans 20% des cas. Pour Winston Churchill, la seule chose qui soit pire que de se battre entre des alliés, c'est de se battre sans eux. Donc l'importance des alliés jusqu'à présent dans la politique anglo-saxonne en général, eh bien, écoutez, ça a disparu. Donc, lors de sa prise de fonction, il a été particulièrement brutal, mais il a été clair aussi dans le fait que son objectif était de s'opposer prioritairement à une thalassocratie chinoise, c'est-à-dire thalassocratie, c'est la puissance maritime. Puissance maritime, lorsqu'on entend puissance maritime, c'est aussi bien militaire que civile, que commerciale. Donc cette thalassocratie est en rapide croissance. Ceux qui ont suivi les événements et vu le défilé chinois aujourd'hui en seront persuadés. Alors d'abord, je dois vous rappeler un peu ce qu'est la mer, parce que c'est quelque chose qui est assez mal connu. Et pourtant, c'est un endroit où il y a la liberté de navigation. Et quand on sait que ça représente 71% environ de la surface du globe, eh bien, vous voyez que ça donne énormément de liberté. On peut partir, par exemple, du port de Karachi, arriver au port de Brest. Si on le fait directement, eh bien, on ne passera qu'une seule fois la douane, ce qui est quand même un avantage énorme par rapport au transport routier, par exemple, ou ferré. Donc, il y a 5 océans. L'océan Pacifique est de très loin le plus grand, puisque à lui tout seul, et sa superficie est supérieure à toutes les terres émergées. Je vous rappelle qu'il y a les océans Atlantique, Indien et Austral et Arctique. Ces océans sont tous reliés entre eux. Vous le verrez là sur cette image.
et ils sont reliés entre eux de l'océan austral. L'océan austral, c'est donc celui qui est autour de l'Antarctique. Et donc, vous avez donc, vous voyez que tous ces océans sont reliés entre eux par ce côté-là. Donc, il y a soit ces liens-là, soit les liens des détroits qui séparent les mers et les océans aussi, et des détroits et des canaux, hein, les grands canaux. Alors, il faut savoir qu'à l'époque de Richelieu à peu près, hein, là vous voyez, Sir Walter Raleigh, qui reprenait un écrit d'un officier de marine français d'ailleurs, disait que la force des princes par la mer était des marques de grandeur d'État. Vous voyez, il avait pris la partie française, marque de grandeur d'État. Et c'est lui qui disait que celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde et par conséquent le monde lui-même. Les Américains, toutes les grandes puissances maritimes l'ont très bien compris et elles se sont succédées les unes aux autres. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui tâchent de prendre la prééminence dans ce domaine. Autre personnage très important aux États-Unis, c'est le capitaine de vaisseau Alfred Thayer Mahan de l'US Navy, qui écrivait à la fin du 19e siècle et qui disait que la profonde influence du commerce maritime sur la richesse et la force des pays était clairement visible bien avant que les principes qui régissent sa croissance et sa prospérité ne soient identifiés. L'histoire de la puissance maritime, en englobant dans son vaste champ d'études tout ce qui peut rendre un peuple grand sur mer ou par la mer, est largement militaire. Là encore, commercial, militaire sont très liés. Regardons cette carte. Là, vous voyez, elle est centrée sur les États-Unis. Et vous voyez donc autour des États-Unis l'océan Atlantique d'une part, l'océan Pacifique de l'autre part. Mais plus au nord, vous avez le détroit de Bering qui sépare l'Alaska de la Russie, l'océan Arctique, donc où se situe le pôle Nord, l'Islande et le Groenland, vous voyez le Canada, le golfe du Mexique ou le golfe d'Amérique, si on suit ce que dit M. Trump, et la mer des Caraïbes qui est plus bas et qui mène au canal de Panama. Alors maintenant, excusez-moi, c'est un téléphone qui n'est pas bloqué. Alors, le Canada, oui, cette carte est intéressante parce qu'elle est centrée sur l'océan Pacifique. Et vous savez peut-être que les États-Unis ont le premier domaine maritime au monde, domaine maritime, c'est-à-dire la somme des zones économiques exclusives, sachant que nous sommes le second. Hein, c'est quand même extrêmement important. Et les États-Unis n'ont pas beaucoup plus d'ailleurs de zones exclusives économiques. Là, vous voyez, elles apparaissent en bleu foncé sur les images. Et vous voyez que le centre de gravité territorial et maritime des États-Unis est clairement du côté du Pacifique. Ce qui explique l'intérêt qu'ont les Américains pour le Pacifique, d'autant plus que maintenant la croissance économique là-bas est beaucoup plus rapide que dans notre vieux continent. Donc, centre de gravité territorial, il faut bien le comprendre, et c'est ce qui fait que les États-Unis s'intéressent beaucoup plus à cette partie-là. Alors, on doit absolument regarder un petit peu, comment dire, l'histoire, parce que si l'histoire ne permet pas si l'histoire ne permet pas de prédire l'avenir, elle l'éclaire en tout cas. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Les futurs États-Unis sont peuplés d'immigrants européens qui ont fui leur continent en traversant l'Atlantique pour des raisons religieuses, politiques, économiques. Vous choisissez la période et vous avez des afflux plus particulièrement d'Italiens, d'Irlandais, etc.
Autrement dit, ce sont des Européens qui ont été malheureux chez eux et qui voudraient créer le pays idéal avec des droits politiques les plus les mieux faits. Autrement dit, ils veulent créer un nouveau monde dépourvu des défauts de l'ancien. Il n'y a donc pas de tropisme européen chez les Américains. C'est quelque chose qui a été très bien vu par Alexis de Tocqueville. Je me souviens, moi, personnellement, ayant fait l'école supérieure de guerre navale aux États-Unis, j'avais été frappé au début, pourtant je croyais bien connaître les Américains à ce moment-là, mais il y avait des tas de choses que je ne comprenais pas dans leur comportement. Et j'ai lu à ce moment-là de la démocratie en Amérique, hein, de Tocqueville, et j'avoue que ça a été un éclair. J'ai eu l'impression de tout comprendre d'un seul coup. Bon, j'avais certainement pas tout compris, mais j'avais au moins compris une des choses qui me gênait le plus. Alors, souvenez-vous que c'est le Mayflower qui est arrivé, ça n'a pas été les premiers, hein, mais enfin, le Mayflower, il a transporté les premiers puritains anglais, donc les Pilgrims de Plymouth en Angleterre, au Nouveau Monde. C'était en 1620, donc là encore, Richelieu, hein, c'est le début de la période faste de Richelieu. Et ils ont fondé la colonie de Plymouth dans le Massachusetts, c'est-à-dire un peu au sud de Boston. Alors, donc il y a donc ces sources de l'isolationnisme américain qui sont à comprendre. Et on les comprend dans le plus grand des Américains, si je puis dire, qui était George Washington, dans son discours d'adieu en 1796. La meilleure règle de conduite à suivre que nous devons appliquer à l'écart des nations étrangères est d'étendre nos relations de commerce avec elles, de n'avoir que le moins de relations politiques qu'il sera possible. Autrement dit, pas de relations politiques si possible, mais on fait du commerce uniquement. Remplissons avec la bonne foi la plus scrupuleuse des engagements que nous avons contractés, mais arrêtons-nous là. Bon, ce n'est pas le cas de Trump, là, actuellement. L'Europe a des intérêts qui ne nous concernent aucunement ou qui ne nous touchent que de très loin. Le président Ronald Reagan, beaucoup plus tard, donc en 1982, disait ceci pour le Thanksgiving Day, donc la période de grâce aux États-Unis. J'ai toujours pensé que cette terre sacrée avait été mise à part pour des raisons hors du commun et qu'une volonté divine avait placé à dessein cet immense continent entre deux océans pour qu'il soit découvert par des hommes venus de tous les coins de la terre épris de foi et de liberté. Donc il y a toujours ce côté divin et cette volonté de démocratie. Alors, quels sont les intérêts stratégiques des États-Unis de ce fait? Première chose, il faut éliminer toutes les menaces terrestres. Autrement dit, c'est le Canada et le Mexique. Tiens, ça vous rappelle rien de ce qui se passe actuellement. Dans les dires de M. Trump, il y a cette volonté justement de prendre le Canada et d'écraser, de se séparer du Mexique. Il faut contrôler les approches océaniques et les ports de l'Amérique du Nord, donc protéger tout ce qui permet à l'industrie américaine d'être abreuvée. Et il faut contrôler l'océan mondial puisque c'est par là que l'on peut faire le commerce en toute liberté. Et il faut aussi empêcher tout compétiteur d'émerger. Donc là, vous voyez le problème que représente la Chine aujourd'hui en priorité. Alors, au début de leur histoire, les États-Unis jouissent d'un double avantage. Bien d'abord, c'est que les empires européens considèrent leur possession au Nouveau Monde comme d'importance secondaire. Donc, pour eux, le vrai pays où on fait la vraie guerre, c'est l'Europe. Les colonies européennes d'outre-mer sont simplement des sources de revenus supplémentaires ou des jetons à ajouter sur la table du poker européen. Les premiers États-Unis ne sont donc pas confrontés à d'importants problèmes géographiques. Ils n'ont pas besoin de créer une armée pour se défendre. Donc, ils n'ont pas de problème militaire ni économique de grande ampleur. Ils n'ont donc pas besoin de forces armées importantes, comme je l'avais dit.
Arrive la guerre d'indépendance des États-Unis de 1775 à 1783, qui oppose les 13 colonies d'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne, qui cherchait à maintenir son contrôle sur ces colonies. Vous verrez tout à l'heure qu'à cette époque-là, la France avait la plus grande part de l'Amérique du Nord. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Alors, quelles sont les origines et les causes principales? La fin de la guerre de 7 ans, là, vous savez, Louis XV, c'était un désastre pour la France, hein. C'est là que nous avons perdu justement la plus grande partie de nos territoires américains. Mais ça a laissé la Grande-Bretagne aussi en grande difficulté financière, ce qui l'a conduit à augmenter les impositions, donc des taxes sur les colonies. Les colonies, elles, en revanche, n'étaient pas représentées au Parlement britannique. Donc la révolution, ça a porté sur le fait que no taxation without representation. Donc pas de taxation sans représentation politique. Donc la révolte s'est cristallisée après les événements comme le massacre de Boston, ça rappellera peut-être quelque chose. Donc c'est la troupe britannique qui a tiré sur les civils et la Boston Tea Party, donc quand le thé sur lequel il fallait payer des droits de douane a été jeté à la mer par des patriotes déguisés en indiens. La déclaration d'indépendance a été proclamée le 4 juillet 1776 à Philadelphie par le Second Congrès continental. Donc, pendant cette guerre des États-Unis, on dirait qu'il faut se souvenir que la fin de cette guerre, elle s'est terminée en fait après la bataille de Yorktown, qui elle-même a été précédée par la bataille navale de la baie de Chesapeake, qui a été remportée par le comte de Grasse, et ce qui a permis la victoire de Yorktown, puisque les Anglais n'ont pas pu débarquer leur renfort. En revanche, de Grasse a pu amener les siens, et ensuite il a empêché les Anglais de revenir. Donc ce n'est pas une très grande victoire tactique, mais c'est une immense victoire stratégique et politique. Donc c'est ce qu'il faut voir. Une bataille, une guerre, ce n'est pas un match de football où on compte les buts, hein, mais il faut voir les effets. On compte les effets uniquement. Pour la petite histoire, j'ai rajouté là que lors de la bataille de Chesapeake, la France avait 1800 canons sur les bateaux qui étaient engagés, qui étaient pour la plupart des vaisseaux de 74 canons. La Royal Navy avait 1400 canons. Si je compare ça à une grande bataille de l'armée de terre, une grande bataille de Napoléon à Austerlitz, la France n'avait que 139 canons et les Russes et les Autrichiens 278. Donc, si vous voulez, en gros, dans une bataille navale, il y a 10 fois plus de canons qui sont mis en œuvre qu'à terre. Le maintien d'indépendance, alors ça, c'est bien d'être indépendant. Maintenant, il faut la maintenir, cette indépendance. Donc, ça va être le but de la diplomatie des États-Unis au cours des 50 années qui vont jusqu'à la doctrine Monroe, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà cette fameuse carte, vous voyez, au développement colonial américain. Vous voyez que c'est la partie en bleu clair. Eh bien, c'est la partie française qui est quand même assez gigantesque, reconnaissons-le. Bon, nous avons tout perdu à la guerre de 7 ans. Nous avons tout perdu dans un premier temps à la guerre de 7 ans. Vous voyez donc les possessions des Espagnols étaient très importantes aussi. Et il y avait les possessions britanniques dans le nord également. Alors, l'achat de la Louisiane. Alors, ce qu'il faut voir chez les Américains, c'est qu'ils ont quasiment toujours racheté le territoire qu'ils ont annexé. Et ça explique ce que fait Trump, ce qu'il voudrait faire pour le Canada, mais surtout pour le Groenland. Ça n'a rien de choquant aux États-Unis, puisque les États-Unis ont été constitués quasiment essentiellement comme ça. Donc l'achat de la Louisiane, ou autrement dit la Louisiana Purchase en anglais. Donc le Royaume de France a contrôlé le territoire de la Louisiane de 1699 à 1762 jusqu'à ce qu'il soit cédé à l'Espagne. En 1800, Napoléon, alors premier consul, dans l'espoir de rétablir un empire en Amérique du Nord, reprend possession de la Louisiane. Cependant, les capacités de la France à réprimer la révolte de Saint-Domingue
couplé à la perspective d'une reprise de la guerre avec le Royaume-Uni, a incité Napoléon à vendre la Louisiane aux États-Unis, et il l'a fait pour 15 millions de dollars. Je me permets de vous faire remarquer que Napoléon n'a jamais été un grand stratège dès qu'il s'est éloigné de l'Europe riche, hein, puisque ce qui lui permettait de tenir, c'est essentiellement de se ravitailler localement en payant bien les gens. Dès qu'il est allé vers la Russie, l'Espagne et Saint-Domingue, par exemple, eh bien, ça s'est mal passé. Alors voilà ce que Napoléon a donné. Effectivement, vous voyez que ça représente quand même un certain nombre d'États. Ceux qui ont voyagé un petit peu aux États-Unis, là, on voit du côté de Chicago, il y a beaucoup de noms français. Là. Joliette, entre autres, c'était le père Joliette en l'occurrence, hein, qui a donné son nom à une ville. Et il y a un certain nombre de forts, c'est-à-dire des bases de l'armée de terre américaine, qui portent les noms de forts français. Alors, en même temps, il y avait une évolution de la population qui était extrêmement importante aux États-Unis. S'il y avait 5 millions de personnes en 1800, eh bien, il y avait 23 millions de gens en 1850. Donc, il fallait absolument s'étendre. Et donc, c'est cette fameuse ruée vers l'ouest, hein, qui va pousser des millions d'Américains à rechercher de nouvelles terres et de nouvelles opportunités. Alors, la doctrine Monroe, c'est 1823, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le Western Hemisphere en anglais, c'est-à-dire l'hémisphère de l'Ouest, autrement dit les Amériques. Voilà. La fin des guerres napoléoniennes en 1815 a marqué l'éclatement de l'Empire espagnol dans le Nouveau Monde. De 1815 à 1822, il y a les indépendances. Donc, il y a José de San Martín qui a conduit l'Argentine à l'indépendance, Bernardo O'Higgins au Chili et Simón Bolívar au Venezuela. Le Venezuela qui, à l'époque, comptait aussi la Colombie. Doctrine Monroe, alors qu'est-ce que c'est? C'est en gros l'Amérique aux Américains. Les États-Unis ont reconnu l'année précédant l'indépendance de nouvelles républiques latino-américaines en conséquence, de quoi l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ne sont plus ouverts à la colonisation pour les Européens. Je me permets de faire une petite digression. C'est le moment qu'on a choisi pour aller faire un tour au Mexique. Ça s'est mal passé pour nous. Les États-Unis, et encore, les Américains ne sont pas intervenus, mais ils s'apprêtaient à intervenir contre nous. Les États-Unis regardent désormais toute intervention des Européens dans les affaires du continent américain comme une menace pour leur sécurité et pour la paix. Je suis désolé, il se passe. Décidément, tout le monde veut parler. Alors, donc, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ne sont plus ouvertes à la colonisation par les Européens. Les États-Unis regardent désormais toute intervention des Européens dans leurs affaires comme une menace pour leur sécurité et pour la paix. Autrement dit, ils sont prêts à faire la guerre pour ça. En contrepartie, les États-Unis n'interviendront jamais dans les affaires européennes. Chacun chez soi, les Européens en Europe, les Américains en Amérique. En 1845 apparaît le concept de manifeste destiny, donc la destinée manifeste. À ce moment-là, le Texas est admis en tant qu'État dans l'Union. L'idée que les États-Unis doivent s'étendre vers l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique avait pris racine. Et le vote par le Congrès de l'annexion du Texas déclenche la guerre du Mexique. L'expression manifeste destiny est apparue pour la première fois dans un éditorial publié dans un journal en 1845, c'est-à-dire ce journal, c'est la Democratic Review, bon, c'est pas très important. Dans ce document, l'auteur a critiqué l'opposition qui persistait encore contre l'annexion du Texas en exhortant l'unité nationale. C'est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la Providence pour le libre développement de notre grandissante multitude. Donc là, c'est très axé quand même. Il s'agit de conquérir les États-Unis dans leur ensemble. Alors, la guerre américano-mexicaine
s'est terminé par le traité de Guadalupe Hidalgo en 1848. Euh, il ajoute, il ajoute 1,36 million de kilomètres carrés supplémentaires, c'est-à-dire une bonne partie de la Californie, l'Arizona, le Colorado, Nouveau-Mexique, Nevada, l'Utah et les Wyoming. Et là encore, c'est acheté pour 15 millions de dollars américains. Vous voyez, une fois de plus, ça a été acheté. De plus, la République de Californie réclame son indépendance, pardon, de l'Espagne en 1848. Alors voilà un petit résumé, euh, de l'expansion américaine. Vous voyez, point par point, et ça se termine en gros dans l'Oregon Country en 1846. En fait, il va y avoir la grande ruée de Californie avec les 49ers, c'est 1949. C'est d'ailleurs l'équipe de football de San Francisco. La guerre de sécession parachève la structure des États-Unis. C'était une guerre épouvantable, incomparable à la Première Guerre mondiale en pourcentage de morts dans les deux camps, enfin pour la Première Guerre mondiale pour les Européens, en pourcentage de morts. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de ce côté-là? euh, dont, bon, bah, vous savez que le Nord a gagné, donc ça a été l'abolition de l'esclavage, et ça a relancé à nouveau le développement industriel des États-Unis. Alors, l'achat de l'Alaska un peu plus tard, vous savez que l'Alaska était russe. D'ailleurs, ça descendait un peu plus bas. J'ai eu l'occasion de faire une plongée au nord de San Francisco devant un ancien fort russe. C'est assez étonnant, parce qu'il est toujours un fort en bois, comme il y a dans les films. Voilà. Et là, l'Empire russe, eh bien, écoutez, l'Alaska a été acheté 7 millions de dollars. En fait, le problème de la Russie, c'est que la Russie est un pays enclavé par les glaces. Et donc, pour la seule flotte qu'elle pouvait envoyer, c'était une flotte qui venait de Baltique. Donc, il fallait faire le tour du monde. C'est ce que va faire la flotte russe en 1904, pardon, lors de la guerre contre le Japon. Et ça va être un désastre russe, parce que les bateaux vont arriver à bout de bord et ils vont se faire massacrer dans le détroit de Tsushima entre le Japon et la Corée. Voilà, donc les Russes savaient ils avaient des difficultés financières, donc ils avaient besoin d'argent. Ils savaient que les Anglais pouvaient donc les attaquer beaucoup plus facilement qu'eux ne pouvaient se défendre sur mer. Et d'autant plus qu'ils pouvaient venir par la terre aussi à partir du Canada. Donc l'Alaska est devenu le 49e État en 1959. Donc les États-Unis sont séparés du Canada par des forêts et des lacs, des puissances asiatiques et européennes pardon, par deux vastes océans et du Mexique par des déserts essentiellement. Donc les États-Unis sont relativement protégés. Maintenant, aujourd'hui, les États-Unis se sentent menacés par l'Amérique du Sud, d'où ce mur que veut faire Donald Trump pour empêcher l'immigration sauvage. Un peu plus tard, en 1898, un cuirassé américain, l'USS Maine, que vous voyez ici à gauche, a explosé dans le port de la Havane, alors qu'on est en pleine paix. Les Américains ont considéré que c'était un attentat qui avait été fait par l'Espagne et ont déclaré la guerre à l'Espagne. En fait, ce cuirassé dont vous voyez les restes à droite de l'écran, ce cuirassé a très probablement explosé du fait d'une poudre instable. C'est la poudre B à l'époque qu'il y avait dans les soutes à munitions. Nous, Français, avons perdu deux cuirassés comme ça. Un à Toulon, je me demande si le deuxième n'était pas aussi à Toulon. Donc, ça a sauté tout seul, ils étaient au mouillage et c'était une poudre instable. Voilà. Donc, mais ça a permis aux Américains de déclencher la guerre. Pour la petite histoire, il faut savoir que les Américains, il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années, ont renfloué l'épave et l'ont coulé dans le Grand Fond.
Alors, est-ce que, donc là, on a bien vu si le bateau, c'était une explosion venant de l'extérieur ou de l'intérieur.